Tu sais ce qui est vraiment bizarre dans la vie? C'est que plus tu as d'argent, moins tu en dépenses. Et moins tu en as, plus ça te coûte. Je sais, ça semble complètement fou. Mais écoute-moi jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a jamais expliqué franchement. Pas ton banquier, pas ton patron, et certainement pas l'État. Je m'appelle Félix. Et comme tout bon chat, j'ai 9 vies. Mais contrairement à mes ancêtres, je ne compte pas en gaspiller une seule à rester fauché. Alors on va parler d'argent, d'un truc inconfortable, d'un système qui, je suis désolé de te le dire, est littéralement conçu pour que les gens qui ont moins payent plus. Et pas qu'un peu. Imagine la scène, c'est le 28 du mois, ton compte bancaire ressemble à un désert. Tu regardes ton solde, 47 €, et tu te dis, bon, ça va aller jusqu'au premier. Et là, bim, un prélèvement automatique de 52 €, découvert, frais bancaires. Et soudain, 47 € en positif se transforment en moins 15 € avec 8 € de frais de découvert en prime. Tu as moins dépensé que quelqu'un de riche ce mois-ci, mais tu as payé plus. Voilà le paradoxe. Et ce n'est que le début. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que quoi que tu fasses, l'argent s'évapore? Que tu travailles dur, que tu fais attention, mais qu'à la fin du mois il ne reste rien? Que les riches semblent toujours s'en sortir alors que toi tu rames? Eh bien ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une question de discipline. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais en gestion. C'est parce que le système a des règles différentes selon l'endroit où tu te situes dans la pyramide. Et aujourd'hui, on va décrypter ces règles une par une. Commençons par quelque chose que tout le monde a vécu mais que peu ont analysé, les frais bancaires. En France, selon une étude de l'UFC, Que Choisir publiée en 2023, les personnes en situation de fragilité financière paient en moyenne 311 € de frais bancaires par an. 311 €. Pour quelqu'un qui gagne 1300 € net par mois, c'est presque un quart de mois de salaire. Parti, en fumée, en frais. Maintenant, regarde ce qui se passe de l'autre côté du spectre. Un client avec 50 000 € d'épargne dans une banque privée, les frais sont souvent nuls, voire négatifs, parce qu'il touche des avantages, des remises, des offres préférentielles. La banque lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? Parce qu'il représente une opportunité de business. Toi, avec tes 200 € de solde moyen, tu représentes un risque. Voilà la logique du système. Tu es puni d'être pauvre et récompensé d'être riche. Et les frais de découvert, c'est particulièrement vicieux. Imagine que tu empruntes 50 € à la banque pendant 3 jours parce que ton salaire arrive le 2 et ton loyer est parti le 30. Ces 50 € de découvert autorisés te coûtent environ 10 à 15 € selon les banques. Annualisé, c'est un taux d'intérêt effectif de, accroche-toi, plus de 200%. 200%. Alors que la Banque centrale européenne prête aux grandes banques à moins de 4%. Le système te facture 50 fois plus cher parce que tu n'as pas d'argent. C'est kafkaïen. Mais attendons, les frais bancaires, c'est le premier étage de la fusée. Il y a quelque chose de bien plus pernicieux encore, le prix des courses. Félix se lève, attrape ses lunettes et pointe son doigt vers la caméra. Tu vas dans une grande surface. Tu prends le kilo de pâtes à 0,89 centimes, parce que c'est ce que tu peux te permettre. Maintenant, un ami plus à l'aise financièrement achète son kilo de pâtes en gros, en format 5 kg, à 3,50 €, soit 0,70 centimes le kilo. Il mange les mêmes pâtes que toi. Il dépense moins que toi. Juste parce qu'il a pu avancer les 3,50 € d'un coup. C'est ce qu'on appelle la taxe sur la pauvreté dans la théorie économique. L'incapacité d'acheter en volume, en avance ou en profitant des promotions. Les riches achètent mis tout en gros, stockent, optimisent. Les gens avec moins de moyens achètent au jour le jour, plus cher à l'unité, sans filet. Une étude de l'Institut national de la consommation montre qu'une famille modeste dépense en moyenne 15 à 20% de plus par unité consommée qu'une famille aisée. Pour les mêmes produits, même marque, même qualité, juste parce qu'ils ne peuvent pas acheter en plus grande quantité. Et là tu te dis, Félix, mais c'est logique, c'est juste une question de pouvoir d'achat. Oui et non, parce que le pouvoir d'achat ne tombe pas du ciel. Il est structuré par des décisions politiques, fiscales et bancaires qui ont, depuis des décennies, favorisé l'accumulation du capital plutôt que la vie quotidienne des gens ordinaires. Parlons maintenant du logement, parce que là, ça devient vraiment douloureux. En France, les locataires, qui sont majoritairement des ménages aux revenus modestes, paient leur logement, chaque mois, pendant 20 ans, et à la fin,
Ils ont toujours rien. Zéro. Nada. Pendant ce temps, un propriétaire qui a acheté un appartement à Paris en 2003 l'a vu prendre 300% de valeur. Il a dormi, son appartement a travaillé à sa place. En 2024, selon les données de la Chambre des notaires de Paris, le prix moyen du mètre carré à Paris dépasse 9 500 €. C'est inaccessible pour la grande majorité des Français. Un primo-accédant avec un salaire médian de 2100 € net devrait épargner environ 12 ans, sans dépenser un centime de côté pour autre chose, pour constituer un apport sur un 40 mètres carrés à Paris. Résultat, les gens qui n'ont pas pu accéder à la propriété continuent de payer un loyer, c'est-à-dire de enrichir quelqu'un d'autre, pendant que ceux qui ont pu acheter accumulent quoi du patrimoine. L'écart se creuse, chaque année, mécaniquement, sans que personne ne fasse rien de mal. Et voici ce qui est vraiment tordu. Ici, les aides à l'accession à la propriété, prêts à taux zéro, dispositifs fiscaux, profitent surtout à ceux qui ont déjà les ressources pour emprunter. Les plus précaires, eux, ne peuvent même pas déclencher ces mécanismes. Ils sont hors jeu avant même de jouer. Félix souffle, s'appuie contre son bureau. Bon, là tu commences peut-être à te sentir un peu mal. Peut-être que tu reconnais ta situation. Peut-être que tu te demandes si ça va jamais changer. Et je comprends ce sentiment. Mais écoute-moi, ce n'est pas une fatalité. Le système a des règles. Et une fois que tu connais les règles, tu peux commencer à jouer différemment. Alors continue avec moi. Il y a un autre truc dont on ne parle jamais assez. Le coût du transport. Voici un fait qui va te surprendre. En France, les ménages des grandes villes avec de bons revenus ont accès aux transports en commun. Métro, RER, Vélib, à des tarifs subventionnés, souvent pris en charge à 50% par l'employeur. Ils ne dépendent ni pas d'une voiture. Leur budget transport est, proportionnellement, très faible. Mais les ménages modestes, eux, vivent souvent en périphérie ou dans des zones rurales ou semi-urbaines, là où l'immobilier est moins cher. Et là, pas de métro, pas de bus fréquent, juste une voiture obligatoire. Et une voiture, ce n'est pas qu'un achat, c'est un crédit, une assurance, du carburant, de l'entretien, un contrôle technique, des pneus. L'Observatoire CTLM estime le coût moyen d'une voiture en France à environ 6 000 € par an pour un véhicule standard. 6 000 €. Pour ceux qui gagnent 1 500 € par mois, ça représente un tiers de leurs revenus annuels. Rien que pour se déplacer jusqu'au travail. C'est le piège géographique. Tu t'éloignes des centres-villes pour payer moins de loyer, mais tu dépenses cet argent en déplacement. Et tu y perds 2 fois, en argent et en temps. Des heures de trajet chaque jour que tu ne passes pas avec ta famille, à te former, à construire quelque chose. Le temps, c'est aussi de la richesse. Et là aussi, les pauvres en ont moins. Maintenant, parlons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le crédit à la consommation. Quand tu as de l'argent, tu achètes comptant, ou tu négocies un prêt à taux favorable. Quand tu n'en as pas, tu passes par le crédit revolving. Ces petits crédits magiques que les enseignes commerciales te proposent en caisse. Payés en 10 fois sans frais. Sauf que, il y a toujours des frais. Le taux annuel effectif global, le TAEG, de ces crédits renouvelables tourne souvent entre 15 et 21%. 21%. Pour comparaison, un prêt immobilier en 2024 tourne autour de 3,5 à 4%. Si tu es propriétaire, tu empruntes à 4%. Si tu es précaire, tu empruntes à 21%. Pour acheter quoi? Une machine à laver, un canapé, un manteau d'hiver pour tes enfants. Des choses dont tu as besoin, pas des caprices. Selon la Banque de France, les ménages les plus endettés dans les crédits à la consommation sont aussi ceux aux revenus les plus faibles. C'est un cercle vicieux parfait. Tu manques d'argent, tu empruntes cher, tu rembourses cher. Il te reste encore moins, tu empruntes à nouveau. Le système se nourrit de ta précarité. Félix marque une pause. Il regarde la caméra droit dans les yeux. Voilà, tu as maintenant une image claire du problème. Et je pourrais continuer encore longtemps. Je pourrais te parler des frais de dossier sur les aides sociales, de l'accès aux soins, parce que oui, les gens qui ont des mutuelles haut de gamme se soignent mieux et moins cher à long terme que ceux sans couverture complémentaire. Je pourrais te parler du coût de l'alimentation ultra transformée, pas cher à l'achat, mais ruineuse sur ta santé et tes soins futurs. Mais je pense que tu as compris l'essentiel. Être pauvre coûte plus cher. C'est mathématique, c'est systémique, et ça ne changera pas du jour au lendemain. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tu peux faire, maintenant, avec ce que tu as, pour commencer à sortir de ce cycle? Et c'est là que ça devient intéressant. La première chose, et c'est la plus basique mais la plus importante, c'est de changer de banque.
Sérieusement. Si tu es dans une banque traditionnelle avec des frais mensuels, des agios en cas de découvert, et une offre qui ne te correspond pas, tu laisses de l'argent sur la table chaque mois. Aujourd'hui en France, des banques en ligne comme Boursorama Bank, Hello Bank, Fortuneo ou N26 proposent des comptes sans frais de tenue, sans frais de découvert limité, avec des cartes gratuites. Certaines sont même éligibles aux clients en difficulté financière. Le plafond annuel de frais pour les clients en situation de fragilité financière est encadré par la loi à 25 € par mois depuis 2019. Mais encore faut-il connaître ce droit et le réclamer. Informe-toi. Demande à ta banque si tu es éligible au droit au compte ou à l'offre spécifique précarité. C'est ton droit. Exige-le. Deuxième chose, construis-toi une épargne de précaution, même petite. Je sais ce que tu penses. Félix, avec mes revenus, épargner c'est impossible. Et je vais te dire quelque chose. Je comprends. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas possible immédiatement. Mais l'objectif, c'est de trouver 10, 20, 30 € par mois à mettre de côté. Pas pour devenir riche, pour éviter le découvert, pour ne plus être à la merci d'une dépense imprévue. Pense à l'épargne de précaution comme à une armure. La première fois que ta voiture tombe en panne ou que ton chauffe-eau lâche, si tu n'as rien de côté, tu vas au crédit à la consommation. Tu paies 21% d'intérêt. Et tu recules. Mais si tu as 500, puis 1000, puis 2000 € en réserve, tu gères l'imprévu sans dommage. Tu coupes court au cycle. Le livret A reste le meilleur ami du petit épargnant français. Pas de frais, disponible à tout moment, garanti par l'État et avec un taux qui a été relevé ces dernières années. 3% en 2024. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et surtout, c'est mieux que payer 21% sur un crédit revolving. Troisième chose, et c'est là où beaucoup de gens bloquent, parlent d'argent. En France, l'argent est un sujet tabou. On en parle moins qu'en Angleterre, moins qu'aux États-Unis, bien moins qu'en Allemagne. Et ce silence nuit énormément. Parce que c'est dans les conversations que tu apprends, que ton collègue a renégocié son assurance habitation, que ta voisine est passée à une banque en ligne et économise 15 € par mois, que ton ami a découvert qu'il avait droit à une aide au logement qu'il ne touchait pas. Les riches parlent d'argent entre eux. Ils s'échangent des tuyaux sur les placements, les niches fiscales, les bons courtiers. L'information financière circule dans les dîners, les clubs de golf, les grandes écoles. Toi, si tu ne fais pas partie de ces réseaux, tu dois aller chercher l'information toi-même. Et heureusement, elle est accessible. YouTube, des créateurs comme moi, des associations comme Point de Jonction, des sites comme moneyvox.fr ou encore les conseillers des points de conseil budget en accès gratuit. Quatrième chose, et là je veux que tu m'écoutes vraiment, méfie-toi des petites dépenses quotidiennes qui semblent insignifiantes. Je ne suis pas là pour te dire de supprimer ton café du matin, ce serait condescendant et franchement inutile. Mais je veux que tu sois conscient d'un phénomène que les économistes appellent le money drain, l'évaporation silencieuse, les abonnements oubliés, les petits achats impulsifs, les applications mobiles à 2,99 € par mois. Individuellement, rien. Ensemble, des centaines d'euros par an. Une étude menée par l'Institut Montaigne estimait que les ménages français dépensent en moyenne entre 300 et 500 € par an en abonnements dont ils n'ont plus l'usage actif. Prends 1 heure ce week-end. Ouvre tes relevés de compte des 3 derniers 6 mois. Cherche les prélèvements récurrents, tu vas avoir des surprises. Cinquième chose, et c'est la plus puissante sur le long terme, investis dans ta formation. Félix pose sa tasse. Il se redresse, plus sérieux. Ici, je parle à ceux qui ont un peu de marge. Pas grand-chose, mais un peu. Parce que la formation, c'est le seul actif qui ne se déprécie pas. Un appartement peut perdre de la valeur, une action peut plonger, mais une compétence que tu acquiers, personne ne peut te la retirer. En France, tu as le compte personnel de formation, le CPF. Chaque salarié accumule des droits à la formation chaque année. Des milliers d'euros disponibles, souvent dormants, pour financer des formations professionnelles, des certifications, des reconversions. Combien de personnes savent que leur CPF est plein et ne l'ont jamais utilisé? Des millions. Vérifie ton solde sur mon compte formation, .gouv.fr. C'est gratuit, c'est ton droit, et ça peut changer ta trajectoire professionnelle. Une augmentation de salaire, une reconversion vers un secteur mieux rémunéré, une compétence en demande sur le marché, voilà ce qui peut te faire passer d'un côté à l'autre de l'équation. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, structurellement, durablement. Sixième chose, comprends comment fonctionne vraiment la fiscalité française. Parce qu'ici aussi, les riches jouent avec des cartes différentes.
Et ce n'est pas forcément illégal, c'est juste que personne ne t'a expliqué les règles. Les propriétaires d'une résidence principale bénéficient d'exonérations sur la plus-value lors de la vente. Les investisseurs peuvent déduire leurs intérêts d'emprunt dans certaines configurations. Les chefs d'entreprise ont accès à des dispositifs d'optimisation que les salariés n'ont tout simplement pas. Et les grands patrimoines passent par des montages légaux. Sociétés civiles immobilières, assurance vie, démembrement de propriété, qui réduisent légalement leur imposition. Est-ce que tout ça est accessible à monsieur ou madame tout le monde? Non, pas tout, mais certains outils le sont. L'assurance vie, par exemple, reste le placement préféré des Français pour une bonne raison. Une fiscalité très avantageuse après 8 ans de détention. Si tu peux placer de l'argent sur le long terme, c'est un outil que tu dois considérer. Le plan d'épargne en action, le PEA, permet d'investir en bourse avec une fiscalité allégée après 5 ans. Ces outils ne sont pas réservés aux riches. Ils sont juste ignorés par ceux qui n'ont pas eu les bonnes conversations. Félix s'assied à nouveau. Il prend une grande inspiration. Voilà, j'ai passé 20 minutes à te montrer comment le système pénalise la pauvreté et comment tu peux commencer à te battre contre ça. Et maintenant, je veux te laisser avec une image. Imagine 2 coureurs. Ils partent en même temps. Mais le premier a des chaussures de course professionnelles, un parcours dégagé et quelqu'un qui lui crie des encouragements. Le deuxième a des baskets usées, un chemin plein de cailloux et personne pour lui dire qu'il fait bien. Les 2 courent, les 2 fournissent des efforts. Mais leurs chances d'arriver en même temps ne sont pas les mêmes. La pauvreté, c'est courir avec des baskets trouées sur un chemin de cailloux. Et le premier pas pour changer ça, ce n'est pas de courir plus vite, c'est de réparer les chaussures. Changer de banque, c'est réparer une chaussure. Construire une épargne de précaution, même petite, c'est retirer un caillou du chemin. Utiliser son CPF, c'est commencer à changer de terrain. Ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas magique. Mais c'est réel, et c'est à ta portée. Maintenant, soyons honnêtes, je ne suis qu'un chat animé avec des opinions bien arrêtées sur la finance. Je ne peux pas résoudre les inégalités structurelles de la France en 20 minutes. Personne ne peut. Et il serait malhonnête de te dire que juste travailler dur et épargner suffit à tout régler. Ce n'est pas vrai. Les inégalités sont réelles, profondes, et elles demandent des réponses politiques collectives que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà ce que je sais avec certitude. L'ignorance financière ne profite qu'aux gens qui ont déjà de l'argent. Chaque fois que tu comprends mieux comment l'argent fonctionne, chaque fois que tu prends une décision plus éclairée, tu reprends un peu de pouvoir. Et c'est ça qui compte. Alors voilà ce que je te demande aujourd'hui. Une seule action concrète, pas 10, pas 5. 1. Ouvre tes relevés de compte des 3 derniers mois. Cherche les prélèvements récurrents. Identifie un abonnement que tu n'utilises plus. Résilie-le. C'est tout. 10 € par mois économisés, c'est 120 € par an. Et 120 € par an mis sur un livret A pendant 10 ans, c'est plus de 1400 €. Pour avoir arrêté de payer quelque chose que tu n'utilisais plus. Ce n'est pas de la richesse. Mais c'est un début. Et tous les grands voyages commencent par un premier pas. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que l'information financière ne devrait pas être réservée aux initiés. Elle devrait être accessible à tous. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici. Je suis Félix. Et à bientôt pour la prochaine leçon.